want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Le centre de gravité du pays est passé très clairement à droite et vient de porter au pouvoir le plus grand parti d'extrême droite des démocraties occidentales. Si le fascisme, ça paye électoralement, on peut se dire, demain c'est nous. De la Géorgie à la Floride, les partisans de Donald Trump sont en liesse. Ce sont les Blancs, les hommes à 60% et les femmes à plus de 50%, blanches, qui ont voté principalement pour Donald Trump. And it just goes to all the hard work that everybody's done. Myself, I've knocked on 3,023 doors. I feel that Trump has the hand of God on him. Le masculinisme a plus mobilisé que le féminisme. C'est une défaite historique, pas seulement pour les femmes, mais pour le féminisme. Together, we will make America great again. C'est la défaite d'une vision du monde qui est fondée sur l'égalité. C'est une très large victoire pour le Parti républicain aujourd'hui, puisque non seulement Donald Trump est président, mais ils viennent de regagner le Sénat et peut-être regagneront-ils la Chambre des représentants demain. Donc le constat est clair, le centre de gravité du pays est passé très clairement à droite et vient de porter au pouvoir sans doute ce que j'appelle depuis quelque temps le plus grand parti d'extrême droite des démocraties occidentales. En fait, maintenant, on ne peut pas dire que les gens ne savent pas. Tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout, c'est-à-dire le fait que, bien sûr, il a été condamné par la justice, le fait qu'il a joué un rôle décisif le 6 janvier 2021, le fait que il a de plus en plus affiché des propos sexistes, racistes, xénophobes, et les gens autour de lui de même. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas. Les électeurs savent très bien à qui ils ont affaire. Alors on peut se rassurer en se disant que, au fond, les gens qui votent pour Trump votent malgré toutes ces tares. On peut aussi s'inquiéter et se dire que c'est en partie à cause de ces défauts, de ses excès, de son fascisme. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde peut s'inquiéter un peu partout dans le monde. Si le fascisme, ça paye électoralement, eh bien c'est un danger pour les États-Unis, c'est un danger non seulement pour la politique extérieure des États-Unis, mais aussi parce que, bien sûr, ça inspire d'autres ailleurs. Donc en fait, la raison pour laquelle ce qui se passe aux États-Unis, ça nous concerne, c'est que, eh bien, on peut se dire, demain c'est nous. Le Parti républicain, par un travail intellectuel extraordinaire dans son extrême droitisation, a réussi à reprendre la main sur le récit, c'est-à-dire la grande hégémonie culturelle a été gagnée par le Parti républicain, il faut leur reconnaître, un travail considérable sur le récit consistant à prendre acte de la faillite du néolibéralisme qu'ils ont soutenu à bout de bras, de prendre acte du discrédit des élites, des grandes institutions de pouvoir, des grandes institutions économiques, et de se réinventer à partir de 2010 comme le parti des insurgés, comme le parti qui dénonce cette espèce de système qui conspire à l'affaiblissement de la qualité de vie des Américains. Et ils ont pour eux une dégradation matérielle tout à fait indéniable de cette même qualité de vie. Trump est un petit peu le produit de tout cela, c'est-à-dire qu'il met en marche les mécaniques de la fascisation telles qu'on les connaît, et il restera à savoir ensuite ce qu'il donne une fois au pouvoir, même si on peut, à ce stade, très largement parier sur le pire. Le Parti républicain devenu d'extrême droite est aujourd'hui un parti de masse. C'est-à-dire qu'il a élargi
à des franges de la population qui n'étaient pas sympathisantes du Parti républicain pour aujourd'hui dépasser les 50-51% de l'opinion nationale. Il y a quelque chose d'assez simple dans ce vote, mais c'est quand même un vote largement blanc, c'est-à-dire que Harris est majoritaire dans tous les groupes minoritaires. C'est un vote largement masculin. On a un gender gap, c'est-à-dire un écart entre les sexes d'environ 10 points. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que ce soit pas plus que d'habitude. Non seulement parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'il y a l'enjeu de l'avortement. Et puis enfin, parce que Trump a été ouvertement sexiste, peut-être plus encore qu'il ne l'avait été en 2016. Pour ce qui est de l'élargissement aux minorités, ce qui m'a toujours beaucoup gêné dans ce discours selon lequel finalement la preuve de la validité du discours de Trump et du fait, en particulier ce qui m'a été rétorqué qu'il n'était pas raciste, était le fait que les minorités, et que nous a-t-on dit sur les hommes noirs qui en masse allaient voter pour Donald Trump, c'est que bien sûr c'est une façon de minorer la réalité très simple, statistique et démographique, qui est que ce sont les blancs, les hommes à 60% et les femmes à plus de 50%, blanches, qui ont voté principalement pour Donald Trump. Et sans eux, hommes et femmes blancs, Donald Trump aujourd'hui ne serait pas élu. La campagne de Trump a été extrêmement efficace, c'est un signe, auprès des catégories qui sont à la fois ces catégories traditionnelles, mais aussi il a été dans la continuité de ce que fait le Parti républicain depuis des années, qui est de développer dans la population une forme de haine de la gauche, une forme de détestation et de rejet de ce qui serait une élite culturelle, des populations des villes, des gens éduqués, et de développer comme ça une espèce de conflit culturel qui n'est pas vraiment un conflit de classe. C'est aussi un vote de gens qui n'ont pas de diplôme, mais à condition que ce soit des hommes blancs, ou du moins qu'ils soient blancs. Parce qu'en réalité, chez les Noirs, ça ne joue pas. Ça nous montre bien que c'est pas l'explication. Si c'était l'explication, ça jouerait dans toutes les catégories, comme le genre joue dans toutes les catégories. C'est en fait que c'est juste une vision du monde qu'a essayé d'incarner Trump avec succès, une forme de masculinité revendiquée de manière exacerbée, du muscle, de la grossièreté. Et ça a marché manifestement. C'est-à-dire que, en fait, quand on voit le gender gap, justement, on pourrait croire que ça s'équilibre. 54, 44, 54, 44, c'est pareil. Oui, mais normalement, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que les hommes se sont plus mobilisés que les femmes, contrairement à ce qu'on pouvait attendre. Autrement dit, que le masculinisme a plus mobilisé que le féminisme. Donc c'est une défaite historique, pas seulement pour les femmes, mais pour le féminisme. C'est pas simplement la défaite de Kamala Harris, c'est la défaite d'une vision du monde qui est fondée sur l'égalité. C'est donc pas un hasard si il ne s'agit pas seulement de genre. Il s'agit en même temps de race. Ce que ça dit, c'est, et en tout cas moi c'est ce que j'essaie de dire depuis 2016, c'est que c'est une politique du ressentiment. Le ressentiment, ça veut pas dire qu'on souffre d'inégalité, mais au contraire qu'on déteste l'égalité. C'est la détestation de l'égalité qui, à mon sens, fait le succès de Trump. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Si c'était, comme on a pu le croire jadis, à l'époque où on se racontait avec le populisme de gauche que c'était les perdants de la mondialisation qui votaient Trump, si on pouvait se dire ça, au moins, il suffirait d'avoir une bonne politique de gauche pour essayer de contrer ce mouvement. C'est des gens qui dénoncent la victimisation, donc ils peuvent s'en prendre au wokisme, par exemple. Mais pourquoi font-ils ça? Pour dire, c'est moi la vraie victime, c'est nous les vraies victimes. Autrement dit, le discours victimaire de droite s'en prend aux revendications d'égalité à gauche en les accusant d'être victimaires. Ça veut dire que, au fond, il ne suffira pas d'avoir une politique de redistribution
pour en finir avec le fascisme. Et c'est pour cela que ce qui vient de se passer est, comme tout le monde le sait, très inquiétant. C'est incontestablement un échec considérable du Parti démocrate et de la campagne de Kamala Harris. Le Parti démocrate s'est mis dans la tête que la seule ligne possible était une ligne centriste, qu'il fallait pour le Parti démocrate redevenir le pays de cet électeur mythique qui serait cet Américain blanc de la classe moyenne, plutôt âgé, mais qui se sont un peu déclassés, un peu inquiets par les changements culturels autour de lui. Et donc elle a, après un premier mouvement qui a été plutôt de donner une substance un peu populaire, un petit peu quelque chose qui serait comme ce qui resterait de Bernie Sanders. Je rappelle que Bernie Sanders n'était pas candidat cette année, ce qui là aussi a beaucoup joué dans l'exclusion d'une parole de gauche dans cette campagne. Elle a choisi très clairement une campagne centriste. Le Parti démocrate a choisi de se convertir au néolibéralisme et manifestement, ça lui a peut-être rapporté à court terme, mais à moyen terme, et on l'a vu depuis la défaite d'Hillary Clinton, eh bien ça ne marche pas. Cette ligne, jusqu'au fait de clamer qu'elle avait un port d'armes et qu'elle avait elle-même une arme, et que elle ne changerait rien par rapport à la politique de Joe Biden, qu'elle était unilatéralement en défense de la guerre menée par Israël contre les Palestiniens, qu'il n'était pas question pour elle de revenir sur la criminalisation de la frontière avec le Mexique, etc. C'est-à-dire ce recentrement très compatible avec ce que pourrait être un parti républicain qui aurait les conventions, qui aurait les codes, ça a profondément découragé sa base. C'est-à-dire que plutôt que de considérer que ceux qui avaient fait la victoire de Barack Obama, ceux qui avaient fait la victoire de Joe Biden en 2020, c'est-à-dire très clairement la coalition progressiste des jeunes, des femmes, des minorités, des défenseurs du climat. Il n'y a pas eu un mot sur le climat pendant toute la campagne de Kamala Harris, alors même que 2 tornades ont ravagé le pays et ont fait des milliers de morts et des centaines de morts et des milliers de sans-abri. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il suffirait aujourd'hui de changer de cap, parce que le néofascisme, c'est quelque chose qui ne repose pas seulement sur, disons, une réalité objective. C'est des désirs, c'est des affects, c'est une jouissance. Il y a une jouissance des électeurs de Trump à entendre dire des horreurs. C'est ce qu'on a vu pendant toute la fin de campagne, lorsque Trump se vantait en disant « Mes conseillers me disent de ne pas dire cela, mais je vais le dire ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un calcul rationnel de la part ni de Trump ni de ses électeurs. Il y a une jouissance. Et je crois qu'il est très important de se dire que ce qu'il faut créer, c'est pas simplement plus d'égalité. Bien sûr que c'est souhaitable. Bien sûr que c'est un objectif. Mais il faut aussi créer un plus grand désir d'égalité. Il ne suffit pas qu'il y ait des conditions plus égales, il faut aussi que plus de gens s'accordent à trouver que c'est ça qu'on désire. Donc la bataille politique, c'est véritablement de défendre un désir d'égalité. Je crois que c'est quelque chose qui peut-être n'a pas été assez mis en avant par les démocrates aux États-Unis et qui n'est pas assez mis en avant souvent par des partis de gouvernement de gauche en France. Non pas simplement d'aider les plus pauvres, mais de se battre pour plus d'égalité.